Bienvenue au chapitre 8 du cours Management de projet qui prépare à la certification PMP. Le chapitre 8 porte sur un nouveau domaine de connaissance, à savoir la gestion des ressources. Les objectifs de ce chapitre, nous allons voir comment on gère les ressources d'un projet, comment on gère l'équipe en particulier, donc la partie ressources humaines, et nous allons voir comment on estime les ressources nécessaires aux activités. Ceci passera par un ensemble de processus dans le domaine de connaissance et gestion des ressources. Nous allons avoir le processus planifier la gestion des ressources, estimer les ressources nécessaires et puis obtenir les ressources, développer les ressources et gérer l'équipe à l'intérieur de la phase d'exécution et à la fin, maîtriser les ressources dans le cadre de la phase de surveillance et maîtrise. Passons à la description des différents processus. Commençons par la planification des ressources. L'intérêt principal de ce processus réside dans le fait qu'il établit l'approche et le niveau d'effort nécessaire pour la gestion des ressources d'un projet, quelle que soit sa nature et sa complexité. Le processus planifier la gestion des ressources consiste à définir la méthode d'estimation, d'obtention, de gestion et d'utilisation des ressources humaines et matérielles du projet. Ce processus doit être exécuté au moins une fois ou parfois à des moments prédéfinis tout au long du projet. Les inputs de ce processus sont la charte du projet, le plan de management de projet, les différents documents, les facteurs organisationnels et les facteurs environnementaux et les actifs organisationnels. Quant aux techniques et outils, nous allons devoir faire appel au jugement d'experts, comme c'est le cas très souvent dans les différents processus de management de projet. Nous allons faire également ou avoir recours à des représentations de données, soit par des diagrammes hiérarchiques ou des matrices de responsabilité. C'est ce que nous allons détailler dans les slides qui vont suivre avec des illustrations et des exemples. Et très souvent, faire appel à des systèmes de l'organisation en interne et organiser un certain nombre de réunions afin de planifier la gestion des ressources. À la fin de ce processus, nous devons sortir un plan de gestion des ressources et éventuellement une charte pour notre équipe. Commençons par détailler les outils les plus, on va dire, techniques de ce processus, à savoir les diagrammes hiérarchiques. Nous avons deux types de diagrammes hiérarchiques. Donc, soit on va organiser les ressources à travers un outil qui s'appelle OBS, Organizational Breakdown Structure, ou bien un autre outil qui s'appelle RBS, Resource Breakdown Structure. Alors, le WBS que nous avons vu lors du chapitre gestion du contenu, le Work Breakdown Structure, présente la façon dont les livrables du projet sont décomposés en lots de travaux. Vous pouvez vous appuyer sur le WBS pour mettre en évidence les grands domaines de responsabilité et définir soit un OBS, soit un RBS. Si le WBS montre un découpage des livrables du projet, l'OBS, quant à lui, ou ce qu'on appelle communément en français l'organigramme de découpage fonctionnel, il est structuré en fonction des services existants au sein de l'entreprise. Très souvent, on essaie d'aligner les activités du projet et le lot de travaux répertoriés dans le projet avec les services existants déjà et structurés au sein de l'entreprise. Ainsi, un service opérationnel tel que le service informatique par exemple ou le service achat pourra voir l'ensemble de ses responsabilités pour un projet en consultant la prise, en consultant la partie de l'organigramme fonctionnel qui le concerne. Par contre, le RBS, nous allons le voir de manière plus claire dans les exemples qui vont être sur le slide suivant. Le RBS, lui, c'est une liste hiérarchique de ressources matérielles et humaines, identifiées et classées par catégorie et par type, ce qui permet de planifier, de gérer, de contrôler les travaux du projet. Chaque niveau décroissant, c'est-à-dire inférieur, correspond à une description plus détaillée de la ressource
jusqu'à ce que l'information soit suffisamment précise pour être utilisée avec l'organigramme des travaux du projet communément appelé le WBS. Regardons de manière plus claire à quoi ressemble un OBS versus un RBS. Commençons par l'OBS. Ici, vous voyez que nous avons les départements ou les services ou les entités fonctionnelles d'une entreprise telles qu'elles existent, hein, le marketing, l'IT, etc. Et on prend tout ce qui a été énuméré comme travaux dans le WBS et on les affecte à chacune de ces services. Par exemple, là, on voit bien pour l'IT department, on a pris un ensemble d'activités du WBS qui sont relatives au domaine de compétences de l'IT department et on lui a affecté ces activités. C'est pareil aussi pour le marketing department où on a pris un certain nombre d'activités qui ont connotation commerciale au marketing et on les a récupérées du WBS pour les affecter à ce service. Par contre, le RBS, lui, il est complètement différent du moment que nous allons voir ici le projet qui se compose d'équipes de matériel et de fourniture. L'équipe, quant à elle, elle peut être décomposée davantage en project team, IT team, etc. Le project team il se compose du project manager, de l'assistant et éventuellement d'autres personnes qui sont affectées au management de projet. L'IT team, elle regroupe le data architect, les developers, les testers et ainsi de suite. Et donc, nous avons une organisation qui sépare les ressources humaines, des ressources matérielles et des ressources consommables. Tout dans un seul organigramme qui est un organigramme orienté projet. Passons maintenant à d'autres outils qui mettent l'emphase sur les responsabilités des membres de l'équipe. Alors ici, nous avons deux outils, RAM et RACI. RAM comme Responsibility Assignment Matrix. C'est une matrice de responsabilité. Alors déjà, à quoi ça va servir une matrice de responsabilité? La matrice de responsabilité sert à affecter chaque lot de travail à une personne. Donc, comme vous le voyez ici, on distingue les deux types, RAM et RACI. La matrice des responsabilités RAM présente les ressources du projet affectées à chacun des lots de travaux. Nous allons voir un exemple dans le slide qui va suivre. Et cette matrice, elle est beaucoup plus utilisée pour illustrer les relations entre les lots de travaux ou les activités et les membres de l'équipe, hein, les activités par rapport à l'ensemble des membres de l'équipe. Par contre, la matrice RACI, c'est un outil qui permet d'affecter des rôles et des responsabilités de manière claire et plus précise lorsque l'équipe est constituée de ressources internes et externes. Nous allons donc voir les illustrations ici. On va voir dans ce slide un exemple d'une matrice RAM. Vous y voyez ici donc un ensemble d'activités issues du WBS et puis vous avez un certain nombre de personnes qui composent le projet, Dina, Adam, Sandrine et Amadou. Et on va dire pour chacun des lots de travaux ou des travaux hein, ou des activités précisément, qui en est le responsable principal et qui va le seconder en cas de besoin. Donc nous avons P pour principal et S pour secondaire. C'est l'abréviation qu'on utilise sur ce type de matrice. Nous allons voir aussi ici la matrice RACI qui se présente presque de la même manière, mais les abréviations vont avoir un autre sens. A pour accountable, R pour responsible, C pour consult et I pour inform. Donc, si on voit l'activité numéro 2, recueillir les exigences, on comprend que le responsable du recueil des exigences, c'est Carlos. Celui qui doit rendre compte, c'est Ben. Celui qui doit être informé, c'est Anne. Et la personne qui doit être consultée, c'est Ed et Dina. Passons maintenant au processus estimer les ressources nécessaires aux activités, qui est aussi
un processus de planification du domaine de connaissances, gestion des ressources. Alors, ce processus consiste à estimer et à évaluer les besoins en ressources d'une équipe, mais aussi le type et les quantités de matériel, d'équipement, de fournitures nécessaires à la réalisation des travaux de l'ensemble des travaux du projet. Donc l'intérêt principal de ce processus réside dans le fait qu'il identifie le type, la quantité et les caractéristiques des ressources requises pour exécuter le projet. Notez que ce processus est exécuté périodiquement, mais il est exécuté tout au long de la durée du projet. Pour le processus estimer les ressources nécessaires, nous allons devoir faire appel à 4 inputs, donc le plan de management de projet comme d'habitude, les facteurs environnementaux et l'actif organisationnel comme d'habitude, et éventuellement d'autres documents qui pourraient être pertinents dans le cadre de la thématique ressources. Les outils et techniques, il y en a beaucoup que nous avons déjà vus dans les chapitres précédents, le jugement d'expert, les estimations ascendantes par analogie paramétrique. Je fais un petit rappel, l'estimation ascendante, ce qu'on appelle l'estimation bottom-up, consiste à estimer les travaux travail par travail ou activité par activité, en regardant de quoi il aura besoin en termes de ressources humaines, en termes de ressources matérielles et en termes de fournitures. Et on va remonter en agrégeant l'ensemble de ces besoins en ressources, en remontant du bas, c'est-à-dire des activités, vers les lots de travaux, vers le chapeau général de l'ensemble du projet. L'estimation par analogie, elle va faire référence à un projet précédent. On va voir quelles étaient les ressources qui étaient mobilisées. Et en regardant par analogie, on va avoir une estimation des ressources nécessaires pour la réalisation de notre projet. La troisième technique d'estimation, c'est l'estimation paramétrique ou par ratio. Donc là également, on va regarder si on a des ratios qui s'inspirent de notre historique, de nos anciens projets, pour dire si le mètre carré nécessite tant de mètres de câble ou tant de kilos d'une matière première ou tant d'ouvriers pour l'exécution, eh bien, on a des ratios qui nous permettent d'estimer les ressources nécessaires. Bien évidemment, on peut également compléter par de l'analyse des données, par le recours au système d'information qui archive un certain nombre de données pertinentes et en faisant appel à des réunions. Ce que nous devons ressortir comme output, c'est les besoins en ressources, une base d'estimation et l'organigramme des ressources qui peut prendre les deux formes que nous avons vues dans les slides précédents, que ce soit l'OBS ou le RBS. Accessoirement, si cette estimation-là génère une actualisation ou des mises à jour de documents, eh bien, on doit aller voir ces documents-là et les mettre à jour de manière systématique. Le troisième processus consiste à obtenir les ressources. Donc là, on a fini avec les processus de planification et on rentre dans les processus d'exécution par rapport à la thématique gestion des ressources. Alors, le processus obtenir des ressources consiste à recruter les membres d'une équipe ainsi qu'à obtenir les infrastructures, les équipements, le matériel, les fournitures et toutes les autres ressources indispensables à la réalisation de l'ensemble des travaux du projet. Nous avons les mêmes inputs que le processus précédent, mais nous avons un certain nombre de nouvelles, on va dire, techniques. On y voit des techniques de prise de décision, de compétences interpersonnelles, d'affectation préalable et d'équipe virtuelle. Je vais donner juste un petit aperçu sur ces techniques, sachant que je reviendrai plus tard en détail sur certaines de ces techniques. Alors, la prise de décision, principalement par de l'analyse décisionnelle multicritère, par exemple, pour les ressources, il faut voir non seulement la disponibilité, mais il faut voir aussi leur coût, leur expérience, si c'est des ressources humaines, leurs compétences, leur comportement en équipe. Donc, c'est
en regardant de manière multidimensionnelle l'ensemble de ces critères, vous pourriez décider de l'affectation de ces ressources ou pas. Les compétences interpersonnelles font aussi partie des techniques nécessaires dans ce processus-là, notamment la négociation. Donc, l'équipe va devoir négocier avec, ou le chef d'équipe ou le chef de projet va être parfois amené à négocier avec les autres responsables fonctionnels, certaines parties prenantes, certains fournisseurs, et donc il doit faire de la négociation une de ces compétences interpersonnelles fondamentales dans le cadre de ce processus. Troisième technique, c'est l'affectation préalable. Donc, lorsque les ressources matérielles ou les ressources humaines d'un projet sont déterminées à l'avance, ils sont considérés comme faisant objet d'une affectation préalable. Donc, vous pouvez arriver dans un projet et ce n'est pas vous, en tant que chef de projet, qui avez toute la latitude de choisir, de staffer votre équipe, mais on vous a déjà affecté un certain nombre de ressources et donc vous devez faire avec. Et puis les équipes virtuelles, je reviendrai sur cette technique, la technique de mobilisation des équipes virtuelles dans le slide qui va suivre. Ce qu'on doit avoir comme output, c'est d'abord un tableau d'affectation des ressources, que ce soit matérielles ou humaines. Donc on peut avoir même deux tableaux qui séparent les ressources matérielles des ressources humaines. On peut avoir un calendrier des ressources, c'est principalement le cas des ressources humaines. Si jamais l'affectation ou le staffing a imposé un certain nombre de contraintes ou un certain nombre de changements sur le scope ou sur les délais, eh bien vous devez générer des demandes de changement et puis mettre à jour un ensemble de documents, le plan de management de projet, éventuellement des documents pertinents dans le projet, des facteurs environnementaux et des actifs organisationnels. Alors on va revenir sur deux techniques qui sont importantes dans ce processus. D'abord, la prise de décision. Parmi les techniques de prise de décision qui peuvent être utilisées lors de ce processus d'obtenir les ressources, eh bien, on a parlé tout à l'heure de l'analyse décisionnelle multicritère. Donc les critères qui sont souvent utilisés pour sélectionner les ressources matérielles du projet dans le cadre de la constitution de l'équipe, eh bien, l'outil d'analyse multicritère permet d'élaborer et d'utiliser des critères visant à noter les ressources potentielles, par exemple choisir entre des ressources internes ou externes, et ces critères sont parfois pondérés en fonction de leur importance. Alors ici, nous avons à peu près une dizaine de critères qui peuvent vous aider lors de la prise de décision sur le choix des ressources. Donc d'abord la disponibilité, c'est le critère numéro 1. Vous ne pouvez pas affecter à votre équipe quelqu'un qui est rarement disponible ou qui est complètement indisponible. Donc vérifiez si la ressource quand même est disponible pour travailler sur le projet pendant la période que vous avez planifiée. Le coût, vérifiez que le membre de l'équipe que vous souhaitez affecter apporte la capacité nécessaire sans dépasser le coût que vous avez défini à votre référence de base coût au niveau de votre budget. La capacité, donc vérifiez qu'il apporte la capacité en matière de temps et de compétences. L'expérience, est-ce qu'il dispose de l'expérience nécessaire pour bien sûr contribuer au succès du projet. Les connaissances, est-ce qu'il a peut-être déjà travaillé dans des projets similaires et donc qui peuvent mettre, on va dire, cette expérience peut apporter une facilité dans l'exécution de ces travaux. Son comportement, est-ce que voilà, c'est quelqu'un qui a une facilité à travailler en équipe? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'intègre facilement ou c'est quelqu'un qui va engendrer, on va dire, des difficultés ou des conflits? Et à la fin, des facteurs internationaux, donc prendre en compte. Si vous affectez quelqu'un qui travaille dans un autre pays et donc qui a travaillé à distance, faites attention au décalage horaire
et aux difficultés parfois de communication et de langue. Des compétences interpersonnelles, je l'ai souligné tout à l'heure, c'est principalement la négociation, que ce soit avec les responsables fonctionnels, les autres équipes de management de projet ou les organisations et fournisseurs déjà existantes. Passons maintenant à un autre processus qui rentre dans le cadre de la phase d'exécution, qui est le processus développer l'équipe. Développer l'équipe est un processus qui consiste à améliorer les compétences des membres de l'équipe, leur interaction et l'environnement global de cette équipe, afin bien sûr d'améliorer la performance du projet. L'intérêt principal de ce processus réside dans le fait qu'il se traduit par un meilleur travail d'équipe, une mise en valeur des compétences interpersonnelles, des employés motivés, ou une équipe motivée, une réduction du taux de rotation du personnel et une amélioration globale des performances du projet. Donc ça, c'est on va dire les impacts que vous devez rechercher à travers une bonne exécution de ce processus. Notez aussi que ce processus est exécuté tout au long du projet. Donc ce n'est pas un processus qui est exécuté une seule fois ou à des moments ponctuels. Alors, le processus de développement de l'équipe passe par une échelle connue sous l'échelle de Tuckman et qui commence par la première phase de constitution de l'équipe. Alors, c'est la phase au cours de laquelle les membres se réunissent la première fois, se renseignent sur le projet, et éventuellement sur aussi leur rôle, leur responsabilité dans ce projet, leurs travaux. Et pendant cette phase, les membres de l'équipe ont souvent tendance à être plutôt indépendants, renfermés. Et il faut donc essayer d'instaurer une dynamique de groupe. Donc, notez qu'au début, la phase de constitution, votre premier challenge serait d'instaurer une dynamique de groupe. Ensuite, vous passerez à une phase de turbulence, de tension. Au cours de cette phase, l'équipe commence à traiter les travaux, à effectuer les activités, à examiner les décisions techniques et à définir éventuellement l'approche la plus convenable de management de projet appliqué. Donc si les membres de l'équipe ne travaillent pas dans un esprit de collaboration, ou ne sont pas ouverts à des idées, des perspectives divergentes, des points de vue différents, des angles de vue différents, cet environnement peut être destructeur pour l'équipe et donc aussi pour votre projet. Il faut donc essayer de réduire les tensions, de les réguler, de réguler les échanges, afin d'éviter que ces tensions n'aient une influence négative sur votre projet. Ensuite, on rentre dans une phase de normalisation. Cette phase, durant laquelle les membres de l'équipe commencent à travailler ensemble et adoptent des habitudes qui s'adaptent, on va dire, à l'ensemble des membres et à leur comportement de travail. Et ils essayent ici, surtout le chef de projet essaie ici d'instaurer des règles communes et à chercher des consensus autour de ces règles. Après, on va dire, on monte en puissance dans la phase de production. Quand on arrive à ce stade, on doit fonctionner comme des unités bien organisées. Le chef de projet doit chercher à conserver la motivation du groupe et à entretenir la coopération autour des objectifs qui doivent être définis. Et le chemin doit être tracé pour ramener tout le monde vers ces objectifs qui sont communs. Et à la fin, donc, on arrive à la phase de dissolution. Et cette phase de dissolution, c'est une phase où l'équipe achève le travail et se désengage du projet, on va dire, en fonction des implications des uns et des autres. Et ici, le chef de projet, bien sûr,
doit récompenser la performance de l'équipe dans sa globalité. Alors, pour ce processus, vous remarquez qu'il y a ici un nombre très important d'outils et techniques. Donc, on va s'arrêter beaucoup plus sur les outils techniques. Les inputs sont les mêmes que dans les processus précédents. Alors, pour développer l'équipe, on fait, ou l'esprit d'équipe déjà, on fait appel parfois à la technique de colocalisation. Alors, la colocalisation, c'est bien évidemment rassembler tout le monde au même endroit. Principalement, vous prenez les membres les plus actifs qui doivent, par la nature de leur activité, doivent être tout le temps ensemble. Le but, c'est d'améliorer leur capacité à travailler ensemble. Même si ça peut être parfois une colocalisation provisoire, pour des raisons stratégiques, ou une colocalisation tout au long de la durée du projet. En tout cas, la colocalisation, qui prend parfois la forme d'une war room, d'une chambre de guerre, permet de développer cet esprit d'équipe et de faciliter la communication, la réactivité et l'interaction entre les différents membres. On peut aussi avoir recours aux équipes virtuelles. C'est aussi une technique qui est en vogue depuis la démocratisation des outils de travail à distance. Donc, les équipes virtuelles peuvent être très avantageuses si on veut mobiliser, par exemple, des compétences qui ne sont pas accessibles et qui ne sont pas disponibles physiquement là où on réalise le projet, ou quand on veut parfois réduire certains coûts de déplacement, de déménagement, ou si on cherche à rapprocher certains membres de l'équipe qui sont physiquement éloignés. Certaines technologies de communication peuvent être aussi mobilisées. Ces technologies peuvent apporter un plus, surtout quand vous mobilisez des équipes virtuelles. Donc les technologies comme les portails communs, les groupes de messagerie instantanée ou autres peuvent jouer un rôle très important dans la résolution des problèmes de développement des équipes, que ce soit virtuel ou même parfois localisé. Il y a quatrièmement la technique des compétences interpersonnelles dont on a parlé assez souvent. Donc les compétences interpersonnelles, tout à l'heure on a souligné la compétence de négociation, mais dans cette phase ou dans ce processus, vous devez également faire preuve d'autres compétences interpersonnelles telles que la gestion des conflits, la motivation, le développement de l'esprit d'équipe, etc. Cinquièmement, il y a la technique de la reconnaissance et des récompenses. Donc, il faut aussi maîtriser les techniques de reconnaissance et de récompense. En règle générale, l'argent est perçu comme, par la plupart, comme l'aspect le plus tangible de tout système de récompense, mais d'autres récompenses intangibles sont tout aussi efficaces. Donc, la plupart des membres de l'équipe de projet sont récompensés, peuvent être récompensés ou peuvent sentir la récompense intangible lorsque vous leur proposez des opportunités de progresser, de s'accomplir sur certaines activités, d'être appréciés ou de mettre en pratique certaines compétences professionnelles qui n'ont pas eu l'occasion de mettre en pratique jusque-là pour relever certains challenges, etc. Donc tout ça, c'est des formes de récompenses intangibles que vous pouvez mobiliser aussi en tant que chef de projet. Et une bonne stratégie pour les chefs de projet consiste à accorder à l'équipe une reconnaissance tout au long du cycle de vie du projet, ne pas attendre la fin du projet, parce que si vous récompensez l'équipe à la fin du projet, eh bien vous ne tirez pas profit de l'impact positif de la reconnaissance et des récompenses. Sixièmement, la formation. La formation, quant à elle, peut prendre la forme de toute activité destinée à améliorer les compétences de votre équipe ou de certains membres de votre équipe, pas forcément tout le monde. Elle peut être formelle ou informelle,
Mais il faut surtout ne pas oublier d'inclure les coûts de formation, parce qu'on les oublie très souvent lorsqu'on détermine le budget du projet. Il y a aussi des outils d'évaluation, les différents outils d'évaluation, que ce soit des personnes de manière individuelle ou de l'ensemble de l'équipe. Donc ces outils donnent au chef de projet une vue claire sur les points forts, les points faibles, et ça lui permet d'améliorer la compréhension, la confiance, l'engagement et la communication au sein de l'équipe, et donc par ricochet, d'augmenter la productivité des équipes au fil des travaux du projet. Donc ce qu'on doit ressortir comme output, c'est des évaluations de performance, beaucoup de mises à jour de différents documents pertinents et éventuellement des demandes de changement si c'est nécessaire. Nous arrivons maintenant au dernier processus d'exécution qui est le processus gérer l'équipe. Alors gérer l'équipe, c'est un processus qui consiste à suivre la performance des membres de l'équipe de manière individuelle et à fournir des remarques, à résoudre des problèmes, à gérer des changements, des rotations dans l'équipe. Et le but, bien évidemment, c'est d'optimiser la performance globale du projet. L'intérêt principal de ce processus est qu'il permet d'influencer le comportement de l'équipe et surtout de gérer les conflits, parce que les conflits sont naturels et sont indispensables dans tout projet. Il faut noter ici que le processus est exécuté également tout au long du projet. Alors, nous avons déjà évoqué l'ensemble de ces inputs. Au niveau des compétences interpersonnelles, nous avons déjà parlé de la gestion des conflits, de la prise de décision, de l'intelligence émotionnelle, de l'influence et du leadership. Le PMIS, le Project Management Information System, peut servir également pour suivre la gestion de votre équipe. Et ce que nous devons ressortir comme output, c'est des demandes de changement et différentes mises à jour. On va détailler surtout les techniques qui sont, on va dire, stratégiques dans ce processus, telles que la gestion des conflits. La gestion des conflits, on peut l'aborder de deux manières, donc soit avec l'approche classique, soit avec l'approche moderne. Alors, l'approche classique, pour quelqu'un qui voit les conflits de manière classique, considère que les conflits proviennent d'une défaillance du leadership. Les conflits doivent être à tout prix évités. Les conflits peuvent être résolus en séparant les personnes qui sont en conflit. Donc cette approche, elle est aujourd'hui complètement dépassée parce que dans l'approche moderne, on considère que les conflits sont inévitables, quelle que soit la nature de l'équipe et du projet. Et ces conflits résultent naturellement des différentes interactions qui peuvent être techniques, organisationnelles ou autres de la part des différents membres de l'équipe de projet. Ils sont parfois très bénéfiques parce qu'ils vous permettent, vous en tant que chef de projet, de voir d'autres perspectives, de croiser différents angles et points de vue. Et finalement, pour résoudre ces conflits, généralement, on ne va pas séparer les gens, on va plutôt rechercher les causes, les implications des personnes, comment faire des personnes qui sont dans le conflit des acteurs de résolution de ce conflit-là en agissant sur les causes et pas sur eux-mêmes. Très souvent, on pense que c'est au chef de projet de résoudre lui-même l'ensemble des conflits qui peuvent surgir au sein d'une équipe. C'est faux, le chef de projet doit inculquer à l'ensemble des parties prenantes, non seulement aux membres de l'équipe, parce que les conflits peuvent aussi être entre un membre de l'équipe et une autre partie prenante. Donc en tout cas, il faut que le message qui passe, c'est que tout le monde doit être impliqué dans la résolution des conflits. Alors, dans cet atelier ou dans cet exercice, je vous invite à faire la réflexion sur un certain nombre de situations et à proposer quelles seraient
les personnes clés qui devraient intervenir spontanément pour résoudre le conflit. Regardons donc la première situation. Nous avons 2 membres de l'équipe en désaccord. Donc, qui devrait intervenir? Est-ce que c'est les membres de l'équipe eux-mêmes? Est-ce que c'est le sponsor? Est-ce que c'est le responsable fonctionnel? Est-ce que c'est le chef de projet en personne? Donc, je vous laisse examiner chacune de ces situations et de prendre un stylo et de mettre les abréviations en face de chaque numéro, donc de 1 à 7. Je vous passe en revue les situations. Donc, première situation, 2 membres de l'équipe de projet ont un désaccord. Deuxième situation, il y a un changement au niveau du livrable global du projet. Dans ce cas-là, ce changement-là a créé un conflit. Qui doit résoudre ce conflit? Troisième situation, un responsable fonctionnel tente de pousser un membre de l'équipe à effectuer d'autres travaux en dehors de son projet. Quatrième situation, le chef de projet souffre d'un manque d'autorité. Cinquième situation, il y a un manque de ressources pour accomplir les travaux. Sixième situation, une activité critique, donc une activité qui est située sur le chemin critique, tel qu'on l'a vu dans le chapitre 4. Une activité critique a besoin de plus de temps. Et quand on dit une activité critique a besoin de plus de temps, on comprend que cela va avoir une incidence directe sur la durée globale du projet et donc le délai qu'on a promis aux autres parties prenantes. Septième situation, une activité non critique cette fois-ci a besoin de plus de temps. Donc prenez quelques secondes pour réfléchir et répondre à cet atelier. Je reviendrai avec les bonnes réponses au slide suivant. Alors j'espère que vous avez répondu correctement à l'ensemble des situations pour voir si vous avez donné les bonnes réponses. Alors la première situation, 2 membres de l'équipe du projet ont un désaccord, les personnes clés à intervenir sont les membres de l'équipe eux-mêmes et non pas attendre que le chef de projet vienne régler ce conflit. Il y a un changement au niveau du livrable global. Seule personne qui est habilité à intervenir, c'est le sponsor. Un responsable fonctionnel tente de pousser un membre de l'équipe à effectuer d'autres travaux. Le membre de l'équipe ne doit pas chercher quelqu'un d'autre pour résoudre ce conflit. Le membre de l'équipe lui-même doit intervenir et gérer cette situation. Le chef de projet souffre d'un manque d'autorité, c'est le sponsor qui l'a nommé, donc c'est au sponsor de lui donner les clés de l'autorité qu'il faut. Il y a un manque de ressources pour accomplir les travaux, donc le sponsor ou le responsable fonctionnel, ça dépend qui débloque les ressources. Une activité critique a besoin de plus de temps. Seul le sponsor peut approuver un changement de la durée globale du projet ou du délai de livraison finale. Et quand il s'agit d'une activité non critique, tel qu'il est stipulé dans la situation numéro 7, c'est le project manager lui-même qui peut gérer ça sans aucune difficulté. Donc, comme vous avez pu le voir, sur cette situation, sur cet exemple, le chef de projet n'était amené à intervenir qu'une seule fois. Examinons maintenant les techniques de gestion de conflits. Il y a 5 techniques globales de résolution de conflits. Chacune d'elles, s'utilisant de façon adéquate, doivent permettre de manière globale de sortir avec un résultat plutôt win-win. Parce qu'il y a des résolutions qui vont conduire à une situation win-lose ou lose-lose. La résolution la plus durable, la plus efficace, c'est celle qui permet à la fin de sortir avec une résolution de type win-win. Alors, regardons ces techniques de manière attentive. La première technique, c'est de se retirer face à un conflit. Donc, quand je décide de reporter, d'éviter d'en parler ou de transférer à quelqu'un d'autre, là, c'est une technique et c'est la technique de se retirer. Deuxième technique, c'est d'accepter le conflit, donc en mettant les points d'accord
plutôt que les divergences aux membres de l'équipe et d'essayer de les ramener vers ces points d'accord. Troisième technique, c'est concilier. Donc, c'est quand on cherche des solutions qui apportent une certaine satisfaction à l'ensemble des parties qui sont en conflit. Quatrième technique, c'est de forcer, donc imposer son propre point de vue au détriment des autres. Et la dernière, c'est collaborer. C'est quand on essaie d'intégrer des visions différentes, des visions multiples pour atteindre le consensus et l'engagement des différentes parties. Alors, pour bien comprendre l'utilisation que vous faites de chacune de ces techniques, là également, je vous propose un autre atelier dans lequel vous allez examiner les descriptions et choisir entre accepter, entre se retirer, accepter, concilier, forcer ou collaborer. Alors, première description, quand face à un conflit, vous dites « faites-le à ma façon ». Est-ce qu'on est en train de se retirer, d'accepter, de concilier, de forcer ou de collaborer? Deuxième situation, vous dites « on se calme et on fait en sorte que le travail soit fait ». Troisième situation, on propose de faire un peu de ce que chacun propose parmi, bien sûr, les gens qui sont à l'origine de ce conflit. Quatrième situation, je dis, réglons ce problème la semaine prochaine. Cinquième situation, Adam et Amadou, tous les deux, vous voulez que ce projet perturbe le moins possible les activités de vos services. En tenant ce point commun, je suis persuadé que vous arriverez à trouver un accord concernant l'achat des équipements et l'intérêt global du projet. Sixième et dernière situation, nous avons assez parlé de l'achat des ordinateurs, je refuse cet achat, je ne veux plus en parler. Voilà, donc c'est un atelier très simple de 6 descriptions différentes et je vous laisse quelques secondes pour choisir quelle est la technique qui a été adoptée face à chacun ou à chacune de ces situations. Alors, faites-le à ma façon. Quand vous dites face à un conflit, faites-le à ma façon, eh bien, vous êtes en train de forcer la main. Donc, la technique qui a été mobilisée dans la description numéro 1, c'est forcer. On se calme et on fait en sorte que le travail soit fait. Vous avez accepté le conflit et vous faites en sorte que les gens continuent à travailler pour atteindre un objectif commun qui est que le travail soit fait. Troisième description, faisons un peu de ce que chacun propose. Ici, on essaie de concilier les différents points de vue. Quatrième situation, réglons ce problème la semaine prochaine. Eh bien là, on se retire face au conflit. Cinquième situation, Adam et Amadou, tous les deux, vous voulez que ce projet perturbe le moins possible les activités de vos services. En retenant ce point commun, je suis persuadé que vous arriverez à trouver un accord. Donc ici, ce sont les personnes qui doivent ensemble trouver un accord concernant le conflit qui est sur l'achat des équipements et l'intérêt global du projet. Et là, donc on les invite à collaborer. La technique qui a été mobilisée ici, c'est la technique de collaboration. Au final, sixième description, je ne veux plus en parler. Vous êtes en train de forcer face à cette situation de conflit. Pour conclure sur la gestion des conflits, il faut connaître les sources les plus récurrentes. Alors, contrairement à ce qu'on a tendance à croire, la source numéro 1 des conflits, ce n'est pas les conflits personnels, ce n'est pas les divergences, on va dire, de caractère et des traits des personnalités des membres de l'équipe. Pas du tout. La première source de conflit, ce sont les échéanciers. Deuxième source, c'est les priorités entre les projets. Donc, quand on a des équipes qui sont impliquées dans différents projets, eh bien, quand on se dispute les ressources pour être prioritaire, eh bien, ça génère énormément de conflits. Troisième source de conflit, c'est les ressources elles-mêmes ou la pénurie des ressources.
Quatrième source de conflit, ce sont les divergences ou les opinions techniques. Cinquième source de conflit, ce sont les procédures administratives qui parfois, par leur longueur, par leur lenteur, peuvent générer des conflits. Sixième source, c'est les coûts. Et dernière source de conflit, ce sont des divergences personnelles. Alors, dernier processus, cette fois-ci, on n'est plus dans l'exécution, mais dans la surveillance et maîtrise qui encapsule la planification et l'exécution. Donc, on est dans un processus de maîtrise des ressources. C'est un processus qui consiste à s'assurer de la disponibilité des ressources allouées au projet conformément aux prévisions et à en suivre l'utilisation réelle par rapport aux prévisions et à mettre en place les actions correctives le cas échéant. L'intérêt principal de ce processus réside dans le fait qu'il veille à ce que les ressources affectées soient mises à la disposition du projet au bon moment et au bon endroit. Et surtout qu'elles soient aussi libérées dès qu'elles ne sont plus nécessaires, dès qu'on n'en a plus besoin. Donc ce processus est exécuté aussi tout au long du projet. Les inputs de ce processus sont pratiquement les mêmes inputs des processus précédents, sauf que vous remarquez ici qu'on a besoin des données de performance qui proviennent des différents processus d'exécution. On fait appel à de l'analyse des données, on va analyser ces données sur la performance, on doit résoudre des problèmes en adoptant un processus clair ou des techniques de résolution de problèmes que vous pouvez trouver dans votre actif organisationnel, dans les pratiques de votre organisation. On doit là aussi revenir sur ce qu'on a vu précédemment, les compétences interpersonnelles et les mobiliser, et on doit s'appuyer sur le système d'information de gestion de projet. En données de sortie, vous devez fournir des informations sur la performance de l'exécution et éventuellement, le cas échéant, des demandes de changement avec des mises à jour des différents documents et plans de management de projet. On arrive au terme de ce chapitre. J'espère que les objectifs ont été atteints et à très bientôt au prochain chapitre.